Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre œuvre complète de Lord Byron, tome 02. Auteur, Baron George Gordon Byron. Don Juan. Difficile et proprié communia dicere. Horace Épiste. Ad Pison. Crois-tu, parce que tu es vertueux, qu'il n'y aura plus ni aile ni galette? Oui, par Sainte Anne, et le gingembre aussi nous brûlera la bouche. Shakespeare, la 12e nuit, ou ce que vous voudrez. Chant 9e. 1. Au Wellington, ou Wellington, car la renommée a deux manières de prononcer ces héroïques syllabes, et la France qui, battante ou battue, rira toujours, n'ayant pu dompter votre beau nom, s'est imaginé d'en faire l'occasion d'une pointe ridicule, vous avez obtenu de fortes pensions et de grands éloges. Si quelqu'un aujourd'hui osait contester une gloire comme la vôtre, l'humanité se lèverait en masse et ferait retentir le mot « né 1 ». 2. Ce n'est pas que je prétende excuser votre conduite à l'égard de Kinnaird, dans l'affaire Marinet 2. Elle fut réellement infâme, et on se gardera bien, comme de quelques autres anecdotes, d'en rappeler les circonstances sur la tombe qui vous attend dans la vieille abbaye de Westminster. Quant au reste, il serait inconvenant de nous y arrêter ici, ce sont des histoires bonnes à conter à table, au moment du T3, et d'ailleurs, bien que vos années offrent déjà une imposante succession de zéros, votre grâce est encore un jeune héros 4. Note 1 retour, ne faut-il pas lire Ney? Question de l'imprimeur. Note de Lord Byron. Le poète joue ici sur le mot Ney, nom, et sur le nom du maréchal Ney. M. de la Case, dans son mémorial de Sainte-Hélène, rapporte les paroles suivantes de Napoléon. On m'assure que c'est par Wellington que je suis ici, et je le crois. Cela est digne de celui qui, au mépris d'une capitulation solennelle, a laissé périr Ney, avec lequel il s'était vu souvent sur le champ de bataille. Il est certain qu'un mot de Wellington eût alors suffi pour sauver la vie de cet infortuné guerrier. Mais, loin de le prononcer, Wellington ne songea pas même à démentir le procureur général qui déclara, à l'ouverture des débats, que la mise en accusation du maréchal Ney avait été sollicitée par l'Europe entière, alors représentée par l'Angleterre. Note 2. Retour, Marinet était un partisan du gouvernement impérial, qui au terme de l'amnistie la bourdonnais, avait été proscrit en 1815. Dans l'espoir d'esquiver ses nombreux créanciers, il révéla en 1817 à Lord Kinnaird, ami de Wellington, et alors retiré comme lui à Bruxelles, le secret d'une prétendue conspiration contre la vie du général anglais. Il promit en même Thames d'en nommer tous les auteurs, si le duc de Wellington, alors à Paris, voulait lui faire accorder un sauf-conduit pour la France. Kinnaird, effrayé, demande et obtient ce sauf-conduit du duc lui-même. Marinet part pour Paris, mais à peine arrivé, il est saisi et retenu en prison pendant plus d'une année. En vain, Lord Kinnaird fit-il imprimer les réclamations les plus violentes contre un semblable manque de foi, Lord Wellington ne fit aucune réponse à son ancien ami, et laissa lentement instruire un procès contre Marinet, qui finit par être complètement acquitté. Note 3 retour, c'est-à-dire quand les dames sont retirées. De ce nombre sont les anecdotes piquantes racontées par Mistress H. Wilson, dans ses mémoires. Note 4. Retour Arthur Wellesley, Lord Wellington, est né en 1769, et avait par conséquent, en 1822, près de 53 ans. 3. Sans doute l'Angleterre vous doit, et vous paie beaucoup, mais l'Europe vous doit encore bien davantage. C'est vous qui avez raccommodé la béquille de la légitimité, qui de nos jours était devenue bien chancelante. L'Espagne, la France et la Hollande ont vu et senti la force de vos restaurations, et depuis Waterloo, le monde entier est devenu votre débiteur. À ce propos, je voudrais que vos poètes misent plus de talent à célébrer cette victoire 5. Note 5, retour, il semble que Byron ait en vue ici Southey et Walter Scott, les deux grands admirateurs de Wellington, et qui tous deux ont chanté la bataille de Waterloo. 4. Oui, vous êtes le premier des coupe-gorge. Ne vous emportez pas, la phrase est de Shakespeare et son application n'a rien d'injuste. La guerre est un métier d'assassin et d'égorgeur. Quand la justice n'en purifie pas la cause, c'est au monde,
non pas au maître du monde, à décider si vous avez jamais rempli un noble rôle. Et pour moi je serais ravi de connaître quels sont ceux qui, sauf vous et les vôtres, ont à se féliciter de Waterloo. 5. Je ne suis pas flatteur. On vous a rassasié de flatteries, on dit même que vous y prenez goût. Je n'en suis pas étonné. L'homme dont la vie a été tout assaut et bataille, doit naturellement finir par se lasser de la foudre, et dès lors, avalant l'éloge plus fréquemment que la satire, il peut aimer à recevoir les félicitations de ses heureuses bévues, et à s'entendre appeler le sauveur des nations non encore sauvées, et le libérateur de l'Europe encore asservie. 6. J'ai fini. Allez maintenant dîner dans la vaisselle plate dont vous a fait présent le prince du Brésil 6, faites porter à la sentinelle qui garde votre porte 7, une ou deux tranches de vos viandes succulentes. Elle a combattu long Thames, mais elle n'a pas toujours trouvé d'aussi bonnes choses à manger. On dit bien aussi que le peuple a tant soit peu faim. Vous méritez votre ration, on le sait, mais de grâce, laissez-en tomber quelques miettes en faveur de la nation. Note 6, retour, en 1812 après la bataille de Vittoria, gagnée par Wellington. Note 7, retour, je fus à cette époque placé à un poste en considération de mes fatigues. On nous occupa à rompre du biscuit et à faire la pâtée aux chiens de Lord Wellington. J'étais alors affamé, et je regardais cette occupation comme une bonne fortune, parce que nous pouvions, en cassant les biscuits, satisfaire notre propre appétit, ce qui ne m'était pas arrivé depuis plusieurs jours. En remplissant cette fonction, l'histoire de l'enfant prodigue ne me sortit pas de la tête, et en regardant ces chiens, je ne pouvais m'empêcher de soupirer sur mon humble situation et sur la chute de mes espérances. Journal d'un soldat du 71e régiment, durant la guerre d'Espagne. 7. Je ne veux pas vous blâmer. Un grand homme comme vous, monseigneur le duc, est au-dessus du blâme. Mais les altières habitudes du Romain Cincinnatus n'ont aucune espèce de rapport avec l'histoire moderne. Et bien qu'en votre qualité d'Irlandais 8, vous soyez amateur de pommes de terre, vous n'étiez pas obligé de prendre leur culture sous votre direction. Je puis donc, sans vous déplaire, remarquer qu'un demi-million de guinées pour votre ferme Sabine 9, c'est un peu trop cher. Note 8. Retour, l'Irlande est le pays classique des pommes de terre. Note 9. Retour, allusion à la ferme Sabine de Cincinnatus. 8. Les grands hommes ont toujours méprisé de grandes récompenses. Épaminondas sauva sa chère Thèbes, et ne laissa pas en mourant, de quoi payer la dépense de ses funérailles. George Washington obtint des actions de grâce et rien de plus, si ce n'est une gloire sans nuage, gloire rarement méritée, pour avoir affranchi son pays. Pitt eut aussi son désintéressement, et s'il est encore aujourd'hui renommé comme un ministre d'État magnanime, c'est pour avoir ruiné sa patrie gratis. 9. Jamais mortel n'eut, excepté Napoléon, une occasion aussi belle, jamais mortel n'en abusa davantage. Vous pouviez affranchir l'Europe avilie de l'unité de ses tyrans, vous pouviez faire retentir votre nom de rivage en rivage. Et maintenant, de quelle sorte est votre gloire? Les muses peuvent-elles la chanter? Maintenant, que les premiers et 20 transports de la canaille sont apaisés, venez l'apprécier dans les cris de faim de vos compatriotes. Écoutez le monde, et apprenez à maudire vos victoires. 10. Comme ces nouveaux chants traitent d'actions guerrières, c'est à vous qu'une muse sincère daigne dédier des vérités que vous ne trouverez pas dans les gazettes, et qu'il est aise de mettre, sans exiger de gratification, à l'usage de cette tribu mercenaire, grâce du sang et des dettes de la patrie. Oui, vous avez fait de grandes choses, mais n'ayant pas une âme grande, vous avez laissé les plus grandes à faire et perdu le genre humain. 11. La mort, allez méditer sur le squelette, image de cette chose inconnue qui enveloppe le monde passé, semblable à un soleil couchant, qui peut-être enfante ailleurs une plus radieuse aurore. La mort, dis-je, rit de ce que vous déplorez. Envisagez cet objet d'une continuelle terreur, dont la pointe menaçante, même alors qu'elle est dans le fourreau, glace toutes les heures de la vie. Remarquez-vous comme sa bouche, sans lèvres et sans souffle, grince encore les dents. 12. Remarquez avec quel rire insultant elle vous regarde. Cependant elle fut ce que vous êtes. Elle ne rit pas d'une oreille à l'autre, car ses mouvements ne rencontrent plus la moindre charnelle entrave.
La vieille n'entend même plus depuis longtemps, mais elle sourit encore, et toutes les fois qu'elle dépouille un homme de sa peau, manteau rouge, blanc, noir ou basané, plus précieux que n'en vendit jamais tailleur, ses os desséchés tressaillent. 13. Et tel est le rire de la mort. C'est une triste joie, mais enfin c'est de la joie. Pourquoi donc la vie ne profite-t-elle pas d'un pareil exemple? Pourquoi, comme sa supérieure, n'accueille-t-elle pas avec un dédaigneux sourire tous les riens éphémères qui flottent comme des bulles sur un océan bien borné, quand on le compare au déluge éternel qui dévore les rayons et les soleils, les atomes et les mondes, les heures et les années? 14. Être ou ne pas être. Voilà ce dont il s'agit, dit Shakespeare, qui précisément est aujourd'hui en vogue. Je ne suis pas de la trempe d'Alexandre ou d'Héphestion. Jamais je n'eus une passion violente pour les abstractions de la gloire, et je préfère de beaucoup une digestion facile au cancer de Bonaparte X. En vain j'arriverai, à travers 50 victoires, à l'infamie ou à la gloire. Qu'ai-je besoin d'un beau nom avec un mauvais estomac? Note 10, retour martial dit à peu près de même. Si post fata venit gloria, non propero. 15. Au dura ilia messorum, aux robustes entrailles des moissonneurs. Je traduis ce passage au bénéfice de ceux qui ont l'expérience des indigestions, fatalité intérieure qui précipite tous les flots du Styx dans un seul petit foie. La sueur du paysan vaut la fortune de son seigneur. Que le premier se fatigue pour gagner son pain, et que l'autre se mette à la torture pour toucher ses rentes, le plus heureux des deux sera toujours celui qui dormira le mieux. 16. Être ou ne pas être? Avant de décider, je voudrais bien savoir ce que c'est que l'existence. Nous rêvons tous à perte de vue, et puis nous croyons que tout le monde doit naturellement voir ce que seuls nous avons vu en songe, mais pour ma part, je ne me rangerai d'aucun parti, tant qu'ils ne seront pas entièrement d'accord. Quelquefois seulement je me figure que la vie et la mort, plutôt qu'une pure affaire de respiration 11. Note 11, retour, c'est-à-dire, si la seule chose qui distingue la vie de la mort c'est que la vie jouit de la respiration, ce n'était pas la peine de les distinguer. 17. Que sais-je? Était la devise de Montaigne et des premiers philosophes de l'Académie. Un de leurs principes favoris était que toutes les connaissances que l'homme pouvait acquérir étaient douteuses. Il n'est rien qui mérite le nom de certitude, voilà ce qu'offre de plus clair la condition humaine, mais nous savons si peu ce que nous faisons dans ce monde, que je doute même si le doute est vraiment l'action de douter. 18. C'est peut-être un voyage agréable de flotter comme Pyrrhon, sur une mer de spéculation, mais que faire, si la voile qui vous conduit fait submerger le bateau? Vos philosophes ne sont pas de fort habiles pilotes, et d'ailleurs on peut enfin se lasser de voguer longtemps dans un abîme de contemplation. Un asile assuré auprès du rivage d'où l'on puisse, en se baissant, recueillir quelques jolies coquilles. Voilà ce qui convient le mieux aux baigneurs modérés. 19. Mais le ciel, comme dit Cassio, est au-dessus de tout, ne parlons plus de cela, faisons nos prières 12. Nous avons des âmes à sauver depuis que le faux pas d'Ève et la chute d'Adam ont voué à la tombe tout le genre humain, et de plus, les poissons, les oiseaux et les quadrupèdes. La chute du moineau est l'effet d'une providence spéciale. Il est vrai que nous ignorons quel a été son crime, mais tout porte à croire qu'il se percha sur l'arbre qui avait pour Ève tant d'attrait. Note 12 retour Cassio ivre. Le ciel est au-dessus de tout, et il y a des âmes qui seront sauvées, et des âmes qui ne seront pas sauvées. Pour ma part, sauf le respect du général, j'espère être sauvé. Iago. Et moi aussi, lieutenant. Cassio. Oui, mais à votre tour. Le lieutenant doit être sauvé avant l'enseigne. Ne parlons plus de cela, faisons notre devoir, disant ses prières, pardonnez-nous nos offenses. Shakespeare Othello, acte 2, scène 3. 20. Je vous le demande à vous, dieux immortels. Qu'est-ce que la théogonie? À vous, hommes malheureusement trop mortels. Qu'est-ce que la philanthropie? À toi, monde présent et passé. Qu'est-ce que la cosmogonie? Quelques-uns m'ont accusé de misanthropie, mais je ne sais pas mieux ce qu'ils veulent dire par là, que l'acajou qui recouvre mon pupitre. Je conçois bien la lycanthropie, car sans la moindre métamorphose, et à la plus légère occasion, on voit les hommes devenir des loups.
21. Mais moi, le plus doux, le plus indulgent des hommes, moi qui, comme Moïse ou Melanchthon, n'ai jamais rien fait d'excessivement cruel, et qui même, tout en me laissant quelquefois aveugler par l'impulsion de mon cœur ou de mon corps, ai toujours eu une grande tendance à pardonner. Pourquoi m'appelle-t-il misanthrope? Parce qu'ils me haïssent, non parce que je les hais. Et ici nous ferons une pause. 22. Il est aise de continuer notre bon poème, car j'en maintiens réellement bon, non seulement le corps, mais encore les réflexions préliminaires. L'un et l'autre pourtant ne sont pas jusqu'à présent très clairs, mais la vérité finira par s'y révéler dans la plus sublime attitude, et, en attendant, il faut me résigner de bonne grâce à jouir de sa beauté et de son exil. 23. Nous avons laissé notre héros, et j'espère le vôtre, ami lecteur, sur le chemin de la capitale des peuples grossiers qu'a civilisé l'immortel Pierre, et qui jusqu'à présent ont fait briller plutôt leur bravoure que leur finesse d'esprit. Je sais que leur puissant empire est devenu l'objet de grandes flatteries, de celles de Voltaire lui-même, et c'est pitié. Mais un autocrate absolu est, à mes yeux, non pas un barbare, mais quelque chose de bien au-dessous d'un barbare. 24. Et je ferai la guerre, au moins en parole, et si j'en trouve l'occasion, en action, à tous ceux qui font la guerre à la pensée 13. Or, de tous les ennemis de l'intelligence, les plus acharnés, sans contredit, sont les tyrans et leurs vils adulateurs. J'ignore qui sortira vainqueur de la lutte, mais j'aurai une telle prescience que je ne modifierai en rien ma profonde, mortelle et franche haine pour tous ceux qui font peser le despotisme sur les peuples. Note 13. Retour, Lord Byron a tenu sa promesse. Il existe une sainte alliance de rois. Pourquoi n'en formerait-on pas une de littérateurs? Eux seuls ont besoin de s'entendre d'un bout de l'univers à l'autre. Et du moins, quand la guerre est déclarée par les hommes les plus ineptes à la publicité des pensées, bonnes et dangereuses, tout littérateur devrait regarder comme le plus saint de ses devoirs l'action de relever le gant qu'on lui jette, en accablant de flétrissures celui qui, nouvel hérostrate, et pour se faire un nom, veut incendier le sanctuaire des dieux. Cette note fut écrite en 1827, sous l'inspiration d'opinions déclamatoires dont je rougis aujourd'hui. Je la laisse toutefois pour mémoire. 25. Ce n'est pas que je sois l'adulateur du peuple, sans moi, assez de démagogues et de mécréants se chargeraient de renverser tous les clochers pour mettre à leur place quelques plus extravagants édifices de leur façon. S'ils sèment maintenant le scepticisme pour recueillir l'enfer, comme le déclare le dogme un peu sévère des chrétiens, je l'ignore, je ne souhaite qu'une chose, que les hommes soient libres de la populace comme des rois, de vous comme de moi. 26. Comme je ne suis d'aucun parti, je vais nécessairement offenser tous les partis. Peu m'importe. Au moins, mes paroles sont-elles plus sincères et mieux senties que si j'avais entrepris de suivre l'impulsion du vent. L'art est peu nécessaire à celui qui ne prétend rien gagner, et quiconque ne veut donner ni recevoir des fers peut librement se donner carrière. C'est ainsi que j'en userai, jamais je ne joindrai ma voix au cri de chacal des esclaves. 27. Ce mot chacal est d'une parfaite justesse. J'ai entendu ces animaux mugir la nuit au milieu des ruines d'Éphèse, comme le fait cette bande de mercenaires, vils pourvoyeurs du pouvoir, qui rapinent afin d'obtenir leur part dans les épluchures, et qui se chargent de flairer au loin la proie qu'il plaît à leur maître d'attaquer. Encore les pauvres chacals sont-ils moins ignobles en offrant le secours de leur odorat aux courageux lions, que les insectes humains, en consentant à butiner pour des araignées. 28. Levez un seul bras, vous aurez fait disparaître leur toile, et sans toile, leur venin, leurs pattes cesseraient d'être redoutables. Peuple, ou plutôt tous les peuples, écoutez mon conseil, il faut sans délai courir sus. La trame de ces tarentules s'étendra chaque jour jusqu'à ce que vous fassiez cause commune. Mais de vous tout la mouche espagnole et l'abeille attique ont seuls jusqu'à présent fait usage de leurs aiguillons pour se rendre libres. 29. Nous avons laissé Don Juan, qui, lors de la dernière tuerie, s'était fait distinguer, en chemin, et chargé d'une dépêche dans laquelle on parlait de sang répandu, aussi légèrement que nous parlerions d'eau. Les cadavres amoncelés comme des tas de chaumes sur la ville silencieuse amusaient merveilleusement les loisirs de la belle Catherine. Elle considérait une bataille entre deux nations simplement comme un combat de coqs,
mais elle tenait beaucoup à ce que les siens soutinssent vigoureusement le choc. 30. Il voyageait dans un kibitka, maudite espèce de voiture sans ressort qui, dans les chemins durs, vous disloque tous les os, méditant sur la gloire, la chevalerie, les rois, les décorations, et enfin sur tout ce qu'il avait fait. Il souhaitait en même temps que les chevaux de poste eussent les ailes de Pégase, ou du moins que les chaises de poste fussent rembourrées de plumes quand elles passaient sur de mauvaises routes. 31. À chaque chaos, et il y en avait beaucoup, il regardait avec inquiétude sa petite compagne, comme s'il eût voulu qu'elle se trouvât moins mal que lui sur ces routes pénibles livrées aux ornières, aux cailloux et à la bienveillance de la nature. Cette dernière ne fournit guère les routes de pavés ou les canaux de barques, et dans ces climats Dieu prend la mer, la terre, la pêche et les fermes sous sa direction immédiate. 32. Mais au moins ne paie-t-il aucune redevance, et doit-il sans contredit être regardé comme le premier de ceux que nous nommons gentilshommes fermiers 14, race entièrement usée depuis qu'il n'y a plus de rentes à recueillir. Pour les autres gentilshommes, ils sont actuellement dans un piteux état, et pour les autres fermiers, ils ne peuvent relever Cérès de sa chute, car la déesse est tombée avec Bonaparte. Quelle bizarre pensée ne nous frappe pas en voyant disparaître en même temps l'avoine et les empereurs 15. Note 14, retour. Les avantages de la paix générale commençaient déjà à paraître illusoires en Angleterre. Le commerce, s'il ne tomba pas entièrement, déclina d'une manière sensible. L'Europe n'avait plus besoin de ces innombrables fournitures militaires qu'elle tirait des provinces anglaises. Chaque nation, épuisée par de longs désastres, cherchait à réparer, à force d'industrie et d'activité, les maux de la précédente inertie commerciale. Le prix des denrées, plusieurs fois doublé depuis les 20 dernières années, diminua tout d'un coup, et les fermiers dont les baux, contractés avant la conclusion de la paix, avaient été extrêmement élevés, se virent ruinés par l'effet de cette diminution. Il en résulta qu'un grand nombre de familles, heureuses jusqu'alors, quitta l'Angleterre. Histoire d'Angleterre, inédite année 1816. Note 15, retour, les propriétaires quittent en Angleterre font valoir eux-mêmes leurs terres. 33. Pour Rohan, il arrêtait ses yeux sur l'aimable enfant qu'il avait sauvé du massacre, et quel trophée comparable à celui-là. Vous qui construisez des monuments souillés de sang comme Nadir Shah XVI, ce constipé Sophie qui, après avoir laissé un désert à la place de l'Hindoustan, et à peine une tasse de café aux Moghols, pour le consoler, fut tué, le malheureux pêcheur, parce qu'il ne pouvait plus digérer son dîner 17. Note 16, retour ou Tamakuли Khan. Il faisait élever sous ses yeux des colonnes et des pyramides de têtes humaines. Audifray, Biog Univers. Note 17, retour, il fut tué par suite d'un complot comme la constipation avait exaspéré son caractère jusqu'à la folie. Note de Lord Byron. 34. Ô vous, nous, lui ou elle. Souvenez-vous qu'une seule vie sauvée, surtout celle d'une jeune ou jolie créature, fait naître des souvenirs préférables à ceux des plus verts lauriers dont la tige fut engraissée par une terre humaine. En vain obtiendriez-vous tous les éloges qu'on n'eût jamais dit ou chantés, si votre cœur ne répond pas aux hymnes de la harpe mélodieuse, votre gloire n'est réellement qu'un bruit frivole. 35. Et vous, grands, lumineux et volumineux auteurs, vous, milliers de scribes quotidiens dont les pamphlets, les tomes et les journaux nous éclairent, soit que payés par le gouvernement, vous nous prouviez que la dette publique ne nous épuise pas, ou soit que, marchant lourdement et d'un pied grossier sur les corps du courtisan 18, vous viviez du produit de votre circulation populaire, en imprimant le demi-récit de la famine qui dévore le royaume. Note 18, retour citation. 36. Ô vous donc, grands auteurs, mais à propos de Botte, j'ai oublié ce que je voulais dire, comme cela quelquefois est arrivé à de plus sages que moi. Je me rappelle seulement que je voulais essayer de calmer l'irritation que l'on rencontre dans les casernes, les palais et les chaumières. Mais sans doute j'aurais perdu mon Thames, et cela me console d'avoir oublié mon allocution, bien que la perte en soit inappréciable. 37. Laissons-la donc, sans doute on la retrouvera un jour avec d'autres débris d'un précédent monde, quand ce monde devenu lui-même précédent, sera englouti sous une nouvelle terre, et déposé sens dessus-dessous, froissé, brisé, rompu, rôti, frit, tordu ou submergé,
comme tous les mondes antérieurs au nôtre, d'abord tiré, puis replongé dans le chaos, cette enveloppe dont il est impossible de sortir. 38. Ainsi l'a dit Cuvier. Puis dans les fondements d'une nouvelle création, et sous les débris de nos ossements, l'on retrouvera quelques vieilles organisations mystérieuses détruites, et dès lors devenues l'objet de conjectures insolubles. C'est ainsi que nous gardons le souvenir des titans, des géants, et d'autres bons compagnons de la même espèce, hauts de quelques 100 pieds pour ne pas dire 1000, comme les mamos et les élécrocodiles 19. Note 19, retour de Lille a dit, en parlant des savantes recherches de M. Cuvier. Souvent, dans le grand livre, à ses yeux sont offerts les annales du globe et les fastes des mers, et des corps enterrés dans leurs couches profondes. Le tombeau le ramène au vieux berceau du monde. Les trois règnes de la nature, CHIV. Ce grand animal à dents hérissées de pointes émoussées, si commun dans l'Amérique septentrionale, et auquel les Anglo-Américains ont transporté mal à propos le nom de mammouth, qui appartient proprement à l'éléphant fossile de Sibérie, n'a aujourd'hui aucun analogue connu, même pour le genre, mais on trouve sous terre, tant en Europe qu'en Amérique, les ossements de 5 ou 6 espèces qui lui ressemblent plus ou moins. Note de M. Cuvier sur le poème des Trois Règnes. 39. Imaginons que dans ce Thames, l'on vienne à déterrer George IV, jamais les nouveaux habitants de ce Nouvel-Orient ne pourront concevoir comme de si grands animaux pouvaient chaque jour souper. Car les hommes seront alors d'une taille bien inférieure. Le monde a toujours tort de t'en multiplier. Chaque nouvelle procréation, en divisant trop les substances vitales, avance la dégénération de l'espèce, et c'est ainsi que nous ne sommes déjà plus aujourd'hui que les magots du vaste tombeau terrestre. 40. Et comment voudriez-vous que ces jeunes populations, tout récemment exilées de quelques frais paradis et réduites à labourer, bêcher, suer, fatiguer, planter, moissonner, filer, moudre et semer, jusqu'à ce que tous les arts aient atteint leur dernier point de perfection, surtout ceux de la guerre et des taxes. Comment dis-je, voudriez-vous qu'en découvrant d'aussi imposantes reliques, ils puissent les confondre avec les monstres contemporains de leur musée? 41. Mais j'ai trop de disposition à la métaphysique. Le Thames est 10 juin 20, et je le suis comme lui. J'oublie que ce poème est d'un genre tout à fait exquis, et je m'égare dans des routes trop rebutantes. Jamais je ne médite ce que j'ai à dire, et cela vraiment est par trop poétique. Il faut savoir pourquoi et dans quel but on écrit, mais note ou texte, j'ignore toujours quel mot suivra celui que je trace. Note 20, retour citation. 42. Aussi, je m'égare sans cesse dans mes récits ou mes réflexions. Il est Thames à présent de raconter. J'ai laissé Don Juan avec ses chevaux débridés, nous allons le remettre sur les chemins. Je ne donnerai pas de grands détails sur son voyage. Nous avons déjà bien assez de tours. Supposez-le donc arrivé à Pétersbourg, et faites-vous une idée de cette agréable capitale de neige peinte. 43. Supposez-le dans un bel uniforme, habit rouge, revers noir, un long plumet flottant comme la voile déchirée par la tempête, sur un chapeau dont les longs bords sont retroussés, de brillantes culottes, sans doute en casimir jaune, des bas blancs unis comme du lait frais et collés sur des jambes dont leur soie fait encore ressortir l'élégance et la beauté. 44. Supposez-lui l'épée au côté, le chapeau à la main, paré des mains de la jeunesse, de la gloire et d'un tailleur militaire, puissant enchanteur dont la verge enfante la beauté, quand elle ne nous torture pas comme un geôlier dans nos habillements, et fait pâlir la nature effrayée de voir l'art surpasser ses œuvres les plus remarquables. Voyons-le se présenter comme sur un piédestal. Ne dirait-on pas que l'amour a pris la forme d'un lieutenant d'artillerie? 45. Son bandeau est descendu de ses yeux sur son cou en cravate, ses ailes ont cédé aux épaulettes, son carquois s'est rétréci en fourreau, ses flèches se sont groupées à son côté en glaive élégant et sans perdre leur pointe acérée, son arc enfin est devenu un chapeau à claques, mais tel qu'il est encore, Psyché serait plus clairvoyante que certaines de nos femmes, accoutumées à commettre d'aussi lourdes bévues, si elle ne le prenait pas pour son Cupidon. 46. Les courtisans restèrent frappés de surprise, les dames se parlèrent bas et l'impératrice sourit. Quant au régnant favori, il fronça le sourcil.
J'ai entièrement oublié quel était celui de ce jour-là. Tant, depuis le couronnement isolé de sa présente majesté, se succédaient rapidement les officiers chargés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.